Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était le meilleur guerrier de l'histoire ? César, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon, ils sont top 1 dans tous les classements sur internet. Oui, c'était des génies stratèges, oui, c'était des chefs de guerre, mais est-ce qu'en combat singulier, ils tiendraient le coup ? On est d'accord, Napoléon face à un Spartiate, le match est déjà joué. Alors voyons qui sont les guerriers les plus puissants de chaque grande époque de l'histoire. Le meilleur guerrier de l'Antiquité romaine. Rome. Ce nom inspire le respect à travers toute l'histoire. Son empire a été le berceau des plus puissants guerriers. Ceux qui ont voulu s'y frotter y ont laissé leurs plumes. Une personne cependant a fait trembler la capitale. Hannibal Barca, le Carthaginois. Monté sur ses éléphants de guerre, il a abattu des armées 2 fois plus nombreuses que la sienne, avant d'échouer aux portes de la capitale. Dommage pour celui qu'on considère comme le plus grand stratège de l'histoire. D'autres guerriers ont mené la vie dure à Rome, comme Arminius, un chef germain qui a infligé une cuisante défaite à l'armée impériale lors de la bataille de Teutobourg. Ceci dit, en dehors des champs de bataille, le nom des plus imminents guerriers se retrouve plutôt dans l'arène. Des hommes qui, depuis leur naissance, sont entraînés pour être des machines de guerre, les gladiateurs. Quand on parle d'eux, il y a un nom qui vient tout de suite en tête. Spartacus, le gladiateur qui a osé se rebeller contre Rome. Et il a réussi le bougre. À la tête d'une armée d'esclaves, il va ravager le sud de l'Italie et écraser l'armée régulière. Il aurait pu raser Rome, mais on ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui. Il préféra la contourner vers le nord, vers la liberté, qu'il n'atteindra jamais. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace du fait que Spartacus brillait dans l'arène par ses exploits. Peut-être qu'il était claqué, c'était un très bon meneur d'hommes, à défaut d'un bon guerrier. Non, si on veut le vrai meilleur gladiateur, il faut se tourner vers Flamma, flamme en latin. On ne sait rien de sa jeunesse, sinon qu'il était syrien et qu'il a probablement participé aux grandes révoltes de la région où il aurait acquis ses compétences guerrières. Ce n'est qu'une théorie, car rien n'explique pourquoi il était aussi bon une fois au milieu de l'arène. C'est le seul gladiateur de l'histoire à avoir gagné 4 fois sa liberté au combat et de l'avoir refusé à chaque fois. Il aimait trop le sang et le spectacle. Contrairement à une idée reçue, un gladiateur n'est pas un esclave maltraité, combattant pour gagner sa liberté, mais finissant en repas pour les lions sous le regard sadique d'un empereur. Non, c'était plus proche du catch. Des combats parfois un peu truqués, où on évitait les blessures, avec des favoris et des fausses rivalités, bref, du spectacle. Et on pouvait très bien y gagner sa vie. Bon, après on pouvait aussi mourir, tout n'est pas chiqué. Flamma était un sécutor, un gladiateur armé d'une glaive et d'un bouclier qui affrontait traditionnellement le rétiaire, une sorte de pêcheur avec un filet et un trident. Sur la tombe de Flamma, on peut lire qu'il a vécu 30 ans. Probablement mort dans l'arène, en combattant 34 fois, gagnant 21 fois, ayant fait match nul 9 fois. Ça peut paraître peu, mais quand on regarde le palmarès d'autres grands gladiateurs de l'époque, il les écrase tous. À coup sûr que s'il avait été sur le champ de bataille, il aurait fait un guerrier redoutable. Le meilleur guerrier viking. 1066, Angleterre. Sur les côtes nord du pays se dessine à l'horizon une ombre inquiétante. Une immense flotte viking de 300 bateaux et 1000 hommes est en approche. À sa tête, Harald III, roi de Norvège, venu conquérir le trône d'Angleterre. Harald, dit l'impitoyable, c'est pas n'importe qui. Le gars se bat depuis ses 16 ans, il a dû reconquérir son trône dans le sang, alors quand il est sur le champ de bataille, il enchaîne les victoires, jusqu'à même assiéger York, la plus importante ville du nord de l'Angleterre. Il campe le long de la rivière en attendant que ses adversaires se rendent. Sauf que, un bruit assourdissant se fait entendre au loin. Les Vikings tournent leur regard vers l'ouest et aperçoivent, surgissant de la crête, le roi anglais et son armée. Harald n'en croit pas ses yeux. Londres est à plus de 320 km de sa position. Comment ont-ils fait pour arriver si vite ? L'armée norvégienne est prise de panique, elle se replie sur l'autre rive de la rivière, accessible uniquement via l'étroit pont de Stamford. Harald est acculé, il a dû penser que c'était la fin, jusqu'à ce que les Anglais s'arrêtent là, au milieu du pont. Devant eux se dresse un homme géant. Hache à la main, il est seul, les yeux injectés d'une rage frénétique. Dans une furie dévastatrice, il va abattre selon les sources plus de 40 soldats à lui tout seul. Les flèches, les coups d'épée, les armures, rien ne l'arrête. Sinon, une lance qui viendra le tuer en plein cœur.
Sa brutalité et l'absence de douleur physique apparente ont amené à penser qu'il s'agissait d'un berserker. Ce sont les guerriers fauves légendaires de la culture nordique. On disait d'eux qu'ils s'étaient éveillés à une rage transcendantale qu'ils libéraient pendant les combats. Leur existence historique semble attester, ça serait pas de la magie, juste de la drogue, probablement de la jusqu'âme noire. Malgré le sacrifice de ce viking solitaire, l'armée anglo-saxonne traverse le pont de Stamford et massacre les troupes norvégiennes. Harald se bat vaillamment, mais finit la gorge transpercée par une flèche. Les chroniques disent que sur les 300 bateaux du départ, seuls 24 suffirent à emporter les survivants, ce qui donne une idée de l'ampleur de la purge. Et parce que tout bon guerrier sait se protéger, vous aurez besoin de notre sponsor, CyberGhost VPN. Un VPN vous permet de changer de pays comme vous voulez, en vous rendant anonyme partout, tel un espion. Vous êtes en voyage et un site est bloqué? Vous allez sur des sites louches et vous ne voulez pas laisser traîner votre IP? Ou peut-être voulez-vous absolument regarder ce film sur Netflix ou Disney+, qui n'est malheureusement pas disponible sur le catalogue français? Appuyez sur ce bouton et votre problème est résolu. Tout Internet devient accessible, parce que le VPN fait tout transiter par un serveur spécial qui vous anonymise, sécurise et change votre localisation. Ce tour de magie, vous pouvez le faire sur téléphone comme sur ordinateur, et même le partager avec votre famille et vos amis. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, un support en français 24/7 et c'est satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque à essayer, surtout que c'est ultra bon marché avec notre lien de réduction, moins 84% plus 4 mois gratuits, seulement 1,94 € par mois, c'est le même prix qu'un Kinder Bueno au distributeur. Tout est expliqué en description. Je vous laisse cliquer. Le meilleur samouraï du Japon. Des noms de samouraïs qui ont marqué l'histoire, il y en a beaucoup. Je pense à Benkai par exemple, un moine guerrier qui est mort debout, transpercé par des dizaines de flèches pour protéger son maître. Ou au féminin, Tomoe Gonzen, dont on disait qu'elle avait la puissance de 1000 hommes. Une experte dans le maniement d'une naginata dont elle se servait pour faucher les jambes des chevaux. Tous ces noms ont tellement été utilisés dans la littérature, les arts et la culture que ça devient difficile de différencier la fiction de la réalité. Mais parmi tous, il en existe un qui revient systématiquement. Un épéiste de légende qui a révolutionné le maniement du sabre, Miyamoto Musashi. Il livra son premier duel à 13 ans, lors duquel il tuera son adversaire. Le début d'une longue série puisqu'on lui attribue 60 victoires, pour la plupart avec un simple bokken, un sabre en bois. Ouais, sa force était exceptionnelle. Sa dextérité aussi, il est l'inventeur d'une technique de combat à 2 sabres. Notons aussi qu'il a servi sur le champ de bataille, notamment au siège d'Osaka en 1614, mais du reste de sa vie, il n'est resté loyal qu'à lui-même. Car oui, sa personnalité a inspiré tous vos shonen favoris. C'était un guerrier vagabond parcourant le Japon à la recherche d'adversaires toujours plus puissants. Son plus grand exploit est d'avoir réussi à faire tomber l'une des meilleures écoles d'art martial de l'époque, le clan Yoshioka. Désireux de devenir le meilleur épéiste, Musashi se rend à Kyoto et lance un défi au chef du clan, Yoshioka Seijuro. Il réussit à le tuer d'un seul coup de bokken sur l'épaule, pour vous dire la force du gars. Leur leader vaincu, c'est son frère qui prend la tête du clan et décide de le venger. Musashi le battra à mort. Il ne reste qu'un troisième et dernier chef de clan, qu'il tuera aussi. Bon, là c'est moins glorieux, puisque le gars il avait 12 ans. Le clan Yoshioka n'est plus, anéanti par Musashi. Son duel le plus célèbre, et aussi son dernier, ça sera contre Sasaki Kaijuro. Lui, c'est un parfait opposé de Musashi. Droit, raffiné, citadin, au service d'un noble, se battant avec un Odachi, une longue et fine lame. Les deux combattants se rencontrent sur une plage. Sasaki a son sabre, mais Musashi lui arrive avec une pagaie en bois. Et le pire c'est qu'il gagne. Même si Sasaki attaque le premier, Musashi l'assomme d'un seul coup et le frappe à mort. Pour éviter les ennuis, Musashi s'enfuira, trouvant refuge auprès d'un seigneur, ce qui lui permit de prendre sa retraite. Il en profite pour rédiger plusieurs traités de sabre, dont son plus connu, le traité des 5 roues, considéré comme l'un des plus grands ouvrages philosophiques et stratégiques, au même titre que l'art de la guerre. Qui était le soldat le plus badass de la Seconde Guerre mondiale ?
Regardez cette image. Y a rien qui vous choque? Non, vous ne rêvez pas. Ce mec se balade avec une épée pendant un débarquement. L'homme que vous voyez était surnommé Mad Jack. De son vrai nom, Jack Churchill. C'était un lieutenant-colonel britannique de la Seconde Guerre mondiale. Et vous n'imaginez pas à quel point ce type est dingue. Il avait 3 objets fétiches. Outre son épée, il y avait son arc, qui dans ses mains était aussi efficace qu'un fusil. Imaginez, vous êtes un soldat sous ses ordres en 1940. Votre mission, attaquer furtivement un hameau infesté de soldats allemands. Jack vous dit d'attendre son signal. Quel signal, vous vous demandez? Ce à quoi elle vous répond d'un air confiant, vous verrez. Il dégaine son arc, tire une flèche en l'air, qui one-shot en pleine tête un soldat allemand. C'était ça le signal. Et ce fut une victoire totale. 3e objet fétiche, sa cornemuse, qu'il jouait au milieu des bombes, par exemple lors d'un raid en Norvège, en pleine bataille navale, on pouvait l'entendre jouer furieusement March of the Cameron Men pour motiver ses troupes. Cette cornemuse finissait par devenir le son qu'il ne fallait pas entendre, le signe que la mort arrive. En 1943, il va harceler toute la nuit un camp allemand en faisant pousser des cris enragés à ses soldats, cornemuse plein poumon. Les Allemands se sont rendus, 136 prisonniers, juste par la pression psychologique. Malheureusement, en 1944, il se fait capturer, tout en continuant à jouer de sa cornemuse. Il est envoyé en camp de concentration, mais vous connaissez le loustic, il va pas se laisser faire. Le gars va creuser un tunnel et s'échapper. Bon, il se fait recapturer, mais libéré peu après, à la fin de la guerre. Pour lui, c'est trop tôt. Il veut encore combattre, donc il va s'engager pour aller combattre en Asie. Malheureusement, sur la route, il apprend le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, et donc la fin de la guerre. S'il n'y avait pas eu ces maudits Yankees, nous aurions pu continuer la guerre pendant encore 10 ans, aurait-il dit en plaisantant à moitié. Le début du XXe siècle ayant été assez agité, des histoires folles de soldats pendant cette période, il y en a eu un paquet. On peut citer Audie Murphy qui deviendra le soldat le plus décoré, avec à la fois des médailles américaines, dont la Medal of Honor, et des décorations françaises et belges, comme la Croix de guerre. Citons aussi Adrian Carton de Wart, un général borgne et manchot qui a survécu à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, blessé plus de 8 fois, survivant d'un crash d'avion, et malgré ça, le bonhomme a avoué avoir franchement apprécié faire la guerre. Maintenant, si par meilleur guerrier vous entendez celui qui a fait le plus de morts, faut chercher ça du côté des snipers. Par exemple, à la même époque, Simo Häyhä, un sniper finlandais surnommé la Mort Blanche, qui aurait tué entre 500 et 700 soldats de l'armée rouge durant la guerre d'hiver. On en avait parlé dans notre vidéo sur les snipers, que je vous invite à aller voir. Qui était la meilleure femme guerrière de l'histoire ? Les femmes ne sont pas absentes des champs de bataille. En France, on en a fait un symbole avec Jeanne d'Arc. Au Royaume-Uni aussi, avec la figure de Boudica, reine celte qui a combattu l'invasion romaine au 1er siècle. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Kutulun, la princesse mongole? Si je vous dis Mongolie, vous pensez aux conquêtes de Gengis Khan, le gars qui a quand même fondé l'empire le plus vaste que le monde ait jamais connu. À sa mort, l'empire est déstabilisé par plusieurs guerres de succession. C'est dans ce contexte que naît Kutulun vers 1260, son père étant un puissant seigneur qui s'oppose à l'empire. Selon lui, le royaume est devenu trop chinois. Et en effet, la capitale est déplacée à Pékin, la nouvelle dynastie change de nom et oublie ses traditions. Kutulun, elle, sera élevée comme une vraie mongole. Culture nomade, tir à l'arc, bataille à cheval, dans laquelle elle excellera. Elle était grande, très grande, belle aussi, forte en plus de ça. On disait d'elle qu'elle savait saisir un homme aussi adroitement qu'un faucon. Et après, elle le traîne à cheval jusqu'à ce que mort s'en suive, sinon c'est pas drôle. Ce qui va littéralement bâtir la légende de Kutulun, ce sont ses exploits à la lutte. À l'époque, pas de tapis, pas de catégorie de poids, c'était bien violent. Eh bien, elle battait tous les hommes, même les plus massifs. Elle dira à son père qui voulait la marier « Je n'épouserai que l'homme qui réussira à me vaincre ». Et si le prétendant perdait, il devait lui offrir 100 chevaux. Un vrai symbole de richesse à l'époque. Kutulun a réussi à en amasser plus de 10 000. Une véritable armée construite à la fureur de ses poings. Malgré ses espoirs, Kutulun dut bien se résigner à se marier. Pourquoi ? Eh bien, des rumeurs commençaient à courir sur une potentielle relation incestueuse entre elle et son père. Le seigneur avait beau avoir 14 fils, il passait tout son temps avec sa fille, c'était même devenu sa stratège militaire. Ça a attiré beaucoup de jalousie, et à la mort du père, elle se fut refuser le trône, devant se mettre au service du nouveau seigneur, comme commandante des armées quand même, c'est pas si mal. Les autres grands guerriers de l'histoire.
Antiquité grecque, Moyen-Orient, chevalier européen, il y en a encore beaucoup de belles têtes d'affiche pour savoir qui est le meilleur guerrier de l'histoire. Vous connaîtrez le vainqueur dans une seconde vidéo, la suite de celle-ci. Évidemment, dans tout ce qu'on vous a raconté, on manque parfois de vraies sources historiques. Certains des faits ont peut-être été un peu exagérés par leurs contemporains, et avec le temps, ça s'est empiré. Comme quoi, la qualité d'un guerrier ne se mesure pas forcément qu'à ses qualités au combat, mais aussi avec les histoires qu'il laisse dans son sillage. Je vous raconte la suite bientôt. Pensez à vous abonner pour ne pas la rater, ainsi que toutes les autres vidéos. Un grand merci à la rédactrice Mighty Manity. Allez les amis, ciao! N'oubliez pas de cliquer sur le lien CyberGhost VPN en description, ça débride et protège votre internet pour 1,94 € par mois. Merci à eux de nous sponsoriser.